Nous allons voir ensemble les mononeuropathies. Avant de regarder cette capsule, nous vous conseillons d'abord comme prérequis l'examen neurologique périphérique. Ensuite, vous pourrez regarder les autres capsules qui sont en lien, que vous pouvez lire dans la diapo ici, ci-dessous. Comme objectif, ce sera de maîtriser les connaissances au sujet des mononeuropathies et de la sémiologie correspondante pour que vous puissiez être à même de pouvoir réaliser un diagnostic d'opportunité de qualité lors de votre pratique ostéopathique. Alors, les mononeuropathies, qu'est-ce qu'on entend par cela? Alors, il va y avoir, cela va correspondre à tous les nerfs en fait, que vous connaissez. Tout d'abord, le nerf radial, C5D1, il faut savoir que c'est le nerf de l'extension du coude, de l'extension du poignet et de l'extension des doigts. Il est en contact direct avec la face postérieure de l'humérus dans sa gouttière et il peut être lésé par une fracture. Il peut aussi être lésé par une compression prolongée dans le cadre d'un sommeil pathologique avec pourquoi pas un peu d'alcool accompagné. Le nerf médian, lui, c'est 7D1, c'est le nerf de la pronation, de la flexion du coude, de l'index et du majeur, de la flexion du poignet, sauf l'inclinaison ulnaire. Il effectue aussi l'antépulsion et l'opposition du pouce. Les mécanismes d'atteinte sont traumatiques ou compressifs. Le syndrome du nerf médian au canal carpien est lié en fait à un espace qui est réduit au niveau de ce nerf et qui peut être soumis à des microtraumatismes à cet endroit-là répétés lors de sollicitations mécaniques. L'affection est beaucoup plus fréquente chez la femme d'âge moyen. Le côté dominant est le plus souvent touché, c'est-à-dire le côté droit chez les droitiers. La sémiologie se résume à des acroparesthésies nocturnes très pénibles qui perturbent le sommeil et qui obligent le patient à se lever et à secouer sa main. Dans un second temps, les douleurs peuvent diffuser dans l'avant-bras et une hypoesthésie peut apparaître dans le territoire du nerf médian. L'examen doit rechercher le déclenchement des troubles par la pression du canal carpien ou par l'hyperextension du poignet. Parlons maintenant du nerf ulnaire. Alors, le nerf ulnaire correspond aux racines C8D1. Le nerf ulnaire, c'est le nerf de la préhension. Il assure aussi les mouvements de latéralité des doigts. Les lésions traumatiques du coude peuvent survenir en n'importe quel point de son trajet, mais le nerf est particulièrement exposé dans deux régions. Dans le défilé épitrocléo-olécranien, par compression ou par des microtraumatismes. La sémiologie qui correspond, on va avoir des paresthésies au niveau de la main et des doigts dans le territoire du nerf ulnaire. Dans la loge de Guyon à la main, le sémiologie est alors sensitivo-motrice. Le mécanisme est généralement l'usage d'un outil, une pelle, une truelle qu'on voit chez les archéologues, une cisaille, la pratique du cyclisme, ou l'usage intensif de la souris d'un ordinateur. Le nerf fémoral. Donc le nerf fémoral correspondant aux racines L2, L3 et L4. Le nerf fémoral ou le nerf crural est exposé lui à des agressions plutôt traumatiques, mais aussi à la compression par des infiltrations néoplasiques ou par exemple lors d'abcès du psoas. On peut aussi avoir des hématomes chez les hémophiles. Le signe majeur, c'est la paralysie du quadriceps. Le nerf obturateur. Le nerf obturateur, L2, L3 et L4, c'est le nerf, lui, de l'adduction de la cuisse, mais il assure aussi la sensibilité de toute la face interne. Le nerf peut être lésé au cours de la chirurgie de la hanche ou du petit bassin par une hernie, et aussi par une hernie obturatrice ou par l'accouchement. Le nerf sciatique, L4, L5, S1, S2, S3, donc en raison de son trajet très superficiel derrière le col de la fibula, le nerf péronnier commun est exposé aux compressions. On peut avoir, par exemple, lors d'anesthésie, de coma, d'un alitement prolongé, on peut avoir une attitude de jambes croisées ou une position accroupie prolongée peuvent suffire pour venir comprimer ce nerf. Donc l'atteinte entraîne un déficit de la dorsiflexion et de l'éversion du pied, ainsi que de l'extension des orteils. Le nerf tibial, lui, peut être comprimé dans le tunnel tarsien. Cette atteinte se traduit par des douleurs, des paresthésies, une hypoesthésie de la plante du pied. Les
Les autres atteintes neuropathiques périphériques. Alors il y a un grand nombre de processus pouvant atteindre les structures du système nerveux périphérique. On peut citer entre autres la lèpre, le syndrome de Guillain-Barré. Il sera utile pour l'ostéopathe de connaître deux formes d'atteinte particulières. Alors, la première, c'est la polyneuropathie alcoolique, qui est une neuropathie carentielle. Elle complique un alcoolisme sévère et ancien. Elle est liée à une carence en thiamine. Il s'agit d'une polyneuropathie sensitivo-motrice de début insidieux, marquée par une fatigabilité à la marche, des crampes et des douleurs nocturnes. Le déficit moteur est distal, bilatéral et symétrique et prédomine sur la loge antéro-externe de la jambe. On aura donc une atteinte de l'extension du gros orteil et des releveurs du pied. Et donc la personne va marcher d'une façon très caractéristique avec ce qu'on appelle un steppage. Donc, le pied ne se relevant plus, la personne va lancer son pied pour pouvoir marcher. Comme autre atteinte particulière, il y a aussi la neuropathie diabétique. Alors ça, on est plus dans le cadre d'affection métabolique générale. On dénombre 70% de neuropathie clinique chez le diabétique de plus de 50 ans. Dans 25% des cas, ce sont les signes neurologiques qui révèlent le diabète. Plusieurs formes d'atteinte peuvent exister. La polyneuropathie sensitive distale symétrique. Donc d'un point de vue clinique, on va décrire des douleurs qui vont siéger au niveau des pieds et des mollets, en chaussettes, avec des longueurs qui vont être dépendantes, et avec de recrudescences nocturnes intolérables. Les lésions responsables de cette polyneuropathie sont à la fois démyélinisantes et axonales.